Bonjour, vous écoutez Flamboyante et Entrepreneur, le podcast des femmes qui entreprennent. J'ai souhaité développer ce podcast en mode thérapie entrepreneuriale pour mettre en lumière des femmes qui osent entreprendre, des femmes qui ont l'audace de choisir des chemins de traverse pour créer un ou plusieurs business, des femmes qui mettent leur intégrité et leur sincérité au cœur de leur projet entrepreneurial, des femmes qui m'inspirent et qui sont à bien des égards remarquables. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. Je suis persuadée que l'alignement est un levier de communication, de croissance et de développement. Aussi, j'accompagne les entrepreneurs et les chefs d'entreprise à définir le positionnement stratégique de leur entreprise, à combiner leur raison d'être et celle de leur business, tout en créant une marque singulière, unique et originale. Je vous laisse découvrir le parcours de ma flamboyante invitée du jour. Bonne écoute! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégique, c'est une question de vie ou de mort. Ah, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Ah non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Aujourd'hui, j'accueille 2 chefs d'entreprise, 2 associés, 2 amis. Alors, elles sont pas 2 finalement. Il n'y en a qu'une, mais dans la vie, elles sont 2. Dont le nom de marque de bien-être adapté au métabolisme féminin, Millet, signifie la bonne amie en provençal. Pour la petite histoire, en 2019, Caroline Lançon, qui est avec moi aujourd'hui, a l'élan de suivre son instant entrepreneurial, mais elle n'a pas envie de se lancer seule. Son amie depuis le lycée, Anna Walid, lui présente des profils d'associés potentiels qui ne matchent pas, jusqu'à ce que Caroline demande à Anna de la rejoindre en 2020. Évidemment, il fallait juste avoir l'idée. Ces cofondatrices tirent parti des paramètres de leur vie pour façonner leur entreprise, leur management d'équipe et leur développement, que ce soit à travers leur lieu de vie, l'une vit à Antibes et l'autre à Paris, que ce soit à travers leur mission, l'une gère le B2C et l'autre le B2B, que ce soit à travers leur énergie et leur liberté, elles ont fait le choix de placer l'humain au cœur de leur business. Bref, on peut dire qu'elles entreprennent de manière originale en mettant l'innovation au service de la santé de la femme. Je suis très heureuse d'accueillir Caroline sur le podcast Flamboyante. Bienvenue Caroline. Pour commencer, est-ce que tu peux nous partager ton humeur du jour et puis est-ce que tu peux enchaîner en te présentant comme tu le souhaites? Merci Sabine pour cette super introduction déjà. Et écoute, l'humeur du jour dynamique, je vais dire. En ce moment, je suis énergisée à fond. Je sors d'un stage aussi de mon pseudo développement personnel, mais qui m'a donné une énergie de dingue, où j'ai du mal à trouver le temps de dormir. Donc énergisée et puis très confiante et proactive, on va dire en ce moment. Tu avais une autre question? Oui, est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites? Alors, désolée que Anna soit pas là. On a eu un petit micmac sur les calendriers là-dessus, n'étant pas au même endroit. On va voir tout de suite les désavantages de pas être l'une à côté de l'autre. Et en fait, donc moi, je viens de l'univers du développement produit du digital, parce que j'avais touché aux deux, donc en cosmétique et en complément alimentaire. Donc, évidemment, j'ai lancé une boîte dans ce que je connais et que je maîtrise le mieux. Donc, j'ai fait 15 ans d'expérience. L'originalité, c'est que je suis passée vraiment donc en France et à l'étranger par des toutes petites structures que j'ai vues se développer au début, comme les laboratoires Florence Nature, et puis des beaucoup plus grosses structures que tout le monde connaît, comme L'Oréal, Caudalie, ou encore d'autres boîtes de taille intermédiaire. Donc en fait, ça m'a donné une vision vraiment des différentes tailles et niveaux de croissance de l'entreprise qui était intéressante, et puis surtout une vraie passion pour le marché du bien-être notamment. Et j'ai trouvé qu'il y avait un creux au niveau de l'équilibre hormonal et de tous les tabous féminins. Et je pense qu'on a eu la chance de se lancer à un moment où il y avait vraiment une volonté des femmes de se reconnecter à leur corps, parce qu'il y a eu vraiment un mouvement un peu post-MeToo à ce sujet-là. Et donc voilà, on est hyper ravis de faire vivre cette marque qui pour nous c'est vraiment cette bonne amie, comme tu dis, mais vraiment intime. Donc celle qui te dit des choses que tu vas pas entendre à côté. Il y a un côté, on va parler des sujets tabous. C'est vraiment un côté très décomplexant et audacieux qu'on voudrait transmettre aux femmes. Merci. Est-ce que tu peux nous dire à aujourd'hui ce qu'entreprendre t'a appris? Oui, de se faire plus confiance. Je pense que c'est un point qui est hyper important parce que moi j'ai toujours eu un
tempérament assez entrepreneur, ce qu'on appelle intrapreneur. Maintenant, c'est le grand mot quand tu es dans des plus gros groupes. Ah, t'es intrapreneuse, tu vas te lancer sur de nouveaux sujets. Mais je pense que c'est quand même un profil de personne. Et ça, c'est super important. C'est un truc qu'on a identifié récemment avec Anna, d'ailleurs, en parlant un peu, en disséquant un peu notre relation d'associés. Il y a vraiment des gens qui sont plus à l'aise pour se lancer sur des nouveaux projets ou un peu... c'est en se lançant qu'on apprend et la méthode vient avec le fil. Moi, c'était vraiment mon profil. J'ai toujours eu ça. Par contre, je suis pas du tout bonne en optimisatrice. C'est-à-dire que moi, je suis un des profils quand je repassais les profils. Alors, c'est très bien. Alors, tout est déjà en place. On vient de tout mettre en place. Mais il va falloir optimiser. Non, mais ça me fait fuir directement. Et Anna a un côté très optimisatrice. Elle a plus de mal à se lancer sur un nouveau projet from scratch sans avoir d'aide. Donc c'est là où on s'entend bien parce que moi je vais l'aider à mettre le pied à l'étrier. Par contre elle est super bonne pour négocier les virages, pour optimiser. Et donc je pense qu'il faut un peu en finir aussi avec ce mythe de l'entrepreneur qui doit vraiment être omniscient, qui doit tout savoir faire, qui doit avoir toutes les compétences. C'est pas possible. On est humain, on a tous nos points forts et nos points faibles. Et l'important, je pense qu'avant tout, c'est de bien s'entourer et on apprend en faisant, pour moi. Ça veut dire qu'au début, la première année, je te cache pas qu'on a eu toutes les deux le syndrome de l'imposteur à fond, parce qu'en plus, on faisait des produits. Alors évidemment, on avait mis toute notre énergie, on avait vraiment une base d'experts autour de nous qui nous ont rassurés. Mais bon, quand tu lances le premier produit contre les douleurs au sein, pour les bouffées de chaleur ou pour le bien-être quand tu as mal au ventre, on va pas te parler de glow ou de beauté qui sont un peu subjectifs. Tu as un meilleur glow, enfin voilà. On était dans des promesses super fortes, quoi. Et donc, en fait, on a vraiment eu très peur. C'est-à-dire, vous voulez être une marque qui incarne l'audace, etc. Mais tu passes vraiment par des hauts et des bas. T'es là, mais est-ce que ça va marcher? Parce que c'est d'abord quand les produits sont adoptés, en fait, qu'on suit le mouvement. Et puis voilà, quand on a vu qu'on avait des super taux de réachat et tout, ça nous a vraiment aussi donné confiance pour aller plus loin, pour voir la suite. Et on était quand même vraiment sur un sujet très casse-gueule, les hormones dont on parlait pas. Deux, on avait des produits dans différents rayons. On s'attaquait à la beauté, aux cheveux, à la peau, mais aussi à l'intimité, aussi au confort physique et mental. Et donc c'était un vrai pari. Et en fait, ce qui nous a vraiment porté, nous, c'est l'énergie de voir cette marque un peu adoptée par les femmes, se l'approprier, dire des mots sur la marque que nous on n'aurait même pas osé imaginer et qui nous ressemblaient super bien. On a eu beaucoup de femmes qui nous ont appelé des douces guerrières en disant qu'il y avait un truc à la fois très innovant parce qu'on arrêtait de mettre les femmes dans des cases. Et c'est des choses que même nous on ne s'était pas appropriées. Et donc ce qui est très beau quand on apprend beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est que finalement l'entrepreneuriat ça tient pas sur une personne ni même deux personnes ni même sur une vision. Un projet entrepreneurial il va vraiment vivre quand il va être adopté par les femmes et par les autres, et c'est ça qui va lui donner sa résonance. Je ne pense pas qu'on puisse se raconter une histoire à soi-même. Moi j'avais très peur de ça et très bien fonctionner après. L'entrepreneuriat et le côté entreprendre, ça fonctionne quand les autres reprennent le sujet et le projet. Oui, moi j'ai l'habitude de dire que ce sont nos clients qui créent nos offres et j'y crois vraiment profondément. Justement, de l'entrepreneuriat, c'est d'être tellement proche de l'écoute et de son marché. Pour avoir vécu un peu des structures en grosses entreprises et petites entreprises, parfois en grosse entreprise, notamment en développement, il y a beaucoup de biais, ces biais cognitifs qu'on peut retrouver un peu partout dans la vie, mais on va regarder d'abord, quelle est la taille du marché, les chiffres, on a toutes les infos, on a des idées infusées par le N+1, le N+2, les équipes en dessous. Après, on va faire des tests consommateurs, donc on va trouver des preuves pour se retrouver dans le même marché. Alors que là, on y va un peu avec ses tripes et par contre, on est hyper à l'écoute. Genre, est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce que en face, il y a une vraie attente de marché? Et je pense que ça, c'est quand même une grosse différence, cette espèce d'élan de spontanéité qu'il faut s'attacher à garder. Et d'instinct à se connecter à l'autre pour finalement valider ou invalider sa bonne idée. Ouais, tout à fait. Mais tu vois, non, on a interrogé, on flippait quand même au début, on a quand même interrogé plus de 400 femmes. Et on a eu, aujourd'hui, on a quand même plus de 500 professionnels de santé avec qui on a échangé ou qui nous suivent. Donc, il y a eu vraiment un côté, un travail d'enquête en amont très, très fort aussi. Et puis après, on a dit, allez, on y va. Et de terrain, du coup, c'est pas, vous êtes pas derrière un bureau à penser des choses qui vont pas se réaliser et être juste sur le terrain. Un bon produit, c'est pas un bon produit tout seul en molécules. On va dire qu'il y avait l'apport des professionnels qui allaient dire, OK, quels sont les symptômes les plus courants qu'on observe? Quelles sont les molécules qui fonctionnent le mieux là-dessus? Ça, c'est indispensable quand même. Et de l'autre côté,
il y a des apports des utilisatrices. Oui, je sais, c'est génial comme produit, je devrais en mettre tous les jours, mais vraiment, c'est pas possible cette application. Par exemple, les gels pour les seins ou les crèmes qui existaient, c'était des trucs ultra lourds, on pouvait difficilement se rhabiller derrière. Les gels intimes du marché, les 3/4, ils avaient des textures très coulantes. Donc, parfois, on a des inconforts, mais juste le fait que ce soit très coulant, on n'a pas envie de le mettre. Et parfois, il y a ce côté, utilisatrice pleine de bon sens, en fait. Comment j'ai envie d'utiliser ce produit? Un produit pour les cheveux, j'ai pas envie de l'appliquer en un quart d'heure et puis après de rincer, j'ai pas envie. Donc, pour moi, ce bon sens d'utilisatrice, et bon, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on est des utilisatrices de nos propres produits aussi, c'est de ramener la partie bon sens, sensorialité, comment sur des produits qui étaient quand même des produits sacrément tabous qu'on trouve au fin fond des étagères de la pharmacie, comment leur redonner aussi une vibration un peu plus positive et plus féminine aussi par la sensorialité, l'utilisation, le pack. Enfin, ça, c'est vraiment ces critères-là qui, en fait, sont très importants au-delà des molécules et de la recherche. Bon, alors, je vais quand même revenir à la source. Est-ce que tu peux nous décrire les grandes lignes de ton aventure entrepreneuriale, puisque tu as été salariée? Quelle est l'histoire, quelle est la genèse de la marque d'aujourd'hui en repartant? Tu peux repartir loin, hein. Alors écoute, moi j'ai commencé en start-up finalement, puisque Florence Nature, la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé, et quand je suis arrivée, ça faisait un petit peu moins de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc tu vois, petite structure, repris par une partie des anciens de Livre Rocher d'ailleurs, donc hyper entrepreneuriale, où j'arrivais, il fallait lancer le site internet. Après j'ai pu lancer le développement de la gamme cosmétique bio. Après il y a eu un lancement de projet Vinceur, un lancement de projet international. Donc ce qui était génial, c'est que il y avait une super entente avec les équipes, petite structure qu'on fait grossir, qu'on développe. Donc ça, c'était vraiment hyper entrepreneurial, en fait. J'aimais tellement cette boîte que j'y suis restée un peu plus de 8 ans, pour tout te dire, en changeant de poste beaucoup. Et, j'arrivais pas à partir parce que j'ai trouvé, en fait, beaucoup de choses que j'adorais et dont l'esprit humain. Et donc, je n'ai quitté Florence Nature que pour partir à l'étranger, où là, je suis donc tombée dans une boîte aussi de beauté, de retail de taille intermédiaire. C'est à peu près 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ce qui s'appelle une entreprise de taille intermédiaire. Et là, c'était, je travaillais vraiment toujours dans les produits beauté, au Moyen-Orient et sur la partie beaucoup plus digitale. Donc là, j'ai beaucoup plus appris aussi sur l'axe commerçant. J'étais beaucoup plus sur une partie développement produit. Et puis, rentrée en France, j'ai vraiment voulu tester, donc, entre une start-up et une entreprise de taille intermédiaire. Et donc, j'étais une entreprise de taille intermédiaire qui est Caudalie, mais qui a un esprit aussi très entrepreneurial. Donc, que j'ai beaucoup aimé. Et là, j'étais sur une mission encore un peu plus transverse sur l'expérience client, plus proche du service client, mais dans un esprit très collaboratif où on touche un petit peu à tout aussi chez Caudalie, ce qui est super sympa. Et donc après, je me dis next step, en rentrant à Paris, je t'avoue que j'ai eu du mal à rentrer avec mes 3 enfants à Paris. Ça j'assume. Paris, j'adore y passer. J'y vais régulièrement. J'y vais 1 fois par mois pour le boulot. J'ai toute ma famille, j'ai beaucoup d'amis là-bas, donc c'est une ville de cœur. Mais je trouve plus ça sympa d'élever 3 enfants à Paris. J'ai plus envie. Et en fait, on a fait un projet avec mon mari donc de déménager dans le sud. Et quand l'occasion s'est présentée, le pari, c'était écoute, si tu trouves quelque chose qui te plaît dans le sud et tout, moi, je crois que je suis prête à monter ma boîte. J'avais commencé à travailler ça quand j'étais chez Caudalie. J'avais rencontré pas mal d'experts. J'avais pas mal de projets différents qui commençaient à monter. Je me disais, oui, ça, dans le sud de la France, je peux élever mes enfants là. J'ai envie, j'aime bien la lumière, j'aime bien les vibes et tout. Et donc, c'est parti d'un projet personnel et puis finalement d'un projet professionnel qui me tenait aux tripes. Et puis, il y a une série de synchronicités dans ces moments-là parce qu'on hésite toujours un peu à se lancer quand on vient du confort, autour de 40 ans. C'était ça, c'était un peu avant mes 40 ans. On a le confort des grosses boîtes, on est très bien payé, on a la carrière qui se dessine toute tracée. Comme de par hasard, en partant de Paris, on me proposait un poste très élevé auquel j'aurais pas pu refuser, je pense, quelques années auparavant. Et puis là, j'avais vraiment envie de me lancer avec tous les sacrifices que ça impose, parce que ne pas croire qu'en entrepreneuriat, on se paye rapidement tout de suite et qu'on va pas bosser 10 fois plus les premières années en se mettant plus en danger, en étant 3 fois moins payé qu'en boîte. Il faut être très lucide là-dessus. Et puis en même temps, il y a rien de plus beau que quelque chose nous prend aux tripes de se lancer et ça nous aide beaucoup à nous construire. Donc là, je travaillais déjà avec beaucoup de labos dans le sud. Il faut savoir que 60% de la production des produits cosmétiques et compléments alimentaires
que ce soit des ingrédients ou des labos et dans le sud. Donc, je travaille déjà avec beaucoup de labos par là. Et puis là, j'ai dit, voilà, on se lance. Et puis, comme de par hasard, on dîne. On a une idée de gel intime sur lequel on a travaillé en tête depuis un moment. Puis on faisait un dîner, j'hésitais à me lancer. Puis je tombe sur le gérant d'une boîte qui est spécialisée dans les gels intimes, qui fait ça depuis plus de 20 ans. Voilà, il y a une synchronicité qui vient booster la chose. On tombe sur un livre qui nous bouleverse. Et donc voilà, le sexe de la santé, par exemple, d'Alison McGregor, qui venait confirmer pas mal de petites intuitions que j'avais sur voilà, les différences, l'impact des hormones, notamment sur la santé des femmes. Et donc, c'est comme ça qu'on se lance un peu. Mais je veux dire, de toute façon, les plus belles choses qu'on fait dans la vie, c'est quand on se lance un peu sur un coup de tête, hein. Les enfants, le déménagement, et tout ça. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans le milieu. Donc, seule à la base, puisque je me suis lancée en 2019 à avoir commencé pas mal de réunions. J'avais hésité à lancer avec une de mes anciennes collaboratrices, d'ailleurs, avec qui j'ai travaillé à l'étranger. Et puis finalement, nos chemins sont séparés pour plein de raisons. Anna, qui était dans la boucle, donc ma meilleure amie depuis le lycée, hein, c'est pour te dire qu'on se connaît bien. Elle avait vraiment tenu à être dans la boucle, donc tu vois, dans le WhatsApp, on parlait de la marque, dans toutes les avancées. Elle prenait vraiment le sujet à cœur. Et elle m'a présenté effectivement quelques associés avec qui ça n'a pas abouti, parce que moi, mon principe, c'est je veux pas partir seule. Parce que déjà, étant un peu obsessionnelle, surtout quand je suis seule, je suis très perfectionniste et tout. Les autres, pour moi, c'est vraiment aussi à temporiser. Et puis je me suis dit que j'allais devenir folle si j'avais pas quelqu'un pour partager mon stress. Parce que non, tu crois que là, on raconte pas n'importe quoi. Je pense qu'on peut vite se raconter des histoires en étant seule. Et les autres, c'est vraiment un bon miroir de soi et ça permet vraiment de temporiser les choses. Et donc ça, j'avais cette conviction. Je savais que je voulais pas rester seule trop longtemps. Puis la première année seule, alors en plus, imagine le contexte en plein Covid. 3 enfants, donc à bosser le soir, à faire ses business plans, toute cette partie-là sympa seule, j'en pouvais plus. Et donc à un moment, Anna, aussi au retour du Covid, ça a bouleversé, je pense, pas mal de choses chez pas mal de monde. Elle dit, écoute, moi ça y est, on y va, je me lance avec toi. Et donc elle m'a rejoint juste avant le lancement des produits, donc fin 2020, et ça a été un vrai tremplin. Et heureux de qualité là. Justement, est-ce que tu peux nous parler du parcours d'Anna, son parcours professionnel? Elle était très courageuse, donc elle a fait des choses qui n'ont aucun rapport à la base, comme elle te le dirait bien si elle était là à côté de moi. Elle a travaillé, elle était ultra spécialisée. Tu vois, moi j'étais un peu généraliste, touche à tout. J'ai touché au digital, au développement produit, à l'international, à des choses. J'aimais beaucoup changer et lancer des projets. Elle s'est spécialisée à fond. Elle faisait de l'écoute, des réseaux sociaux, de la communication de crise. Tu vois, donc son département aussi, donc en mode un peu entrepreneurial, mais ultra spécialisé. Et elle se sentait un peu enfermée, d'ailleurs, au bout d'un moment, même si elle a adoré son métier. Par contre, on avait clairement, je vais être tout à fait honnête, aucune compétence complémentaire. En fait, on cochait toutes les cases qu'on nous disait de ne pas faire. C'est-à-dire avoir par exemple aucune financière dans le lot, parce que ni elle ni moi ne sommes vraiment des gestionnaires. On n'avait pas, elle avait vraiment zéro compétence dans le domaine, hein. Moi, il me manquait énormément de compétences parce que j'avais des équipes avant. J'avais des ingénieurs agro avec qui je travaillais. Bon, il y en a plein qui m'ont aidé. Je leur fais une petite dédicace au début pour m'aider sur plein de choses. J'étais très, très aidée par mon réseau et ça, c'est absolument génial. Et ça, je dis, c'est hyper important d'avoir des bonnes relations avec les gens en général dans le travail, là, parce que qu'est-ce que ça s'est reflété après, par exemple, les premiers distributeurs qui nous ont référencés. C'est des gens que j'avais déjà rencontrés dans le cadre du travail, stagiaires qui étaient devenus acheteurs. Dédicace à Pauline ou d'autres. Des personnes qu'on avait rencontrées pour un poste qu'on n'avait pas pris, mais avec qui le feeling était très bien passé, qui nous aimaient en relation avec des gens. Et vraiment, je pense que c'est là où c'est important d'être authentique et d'être respectueux avec les gens, parce que c'est des choses qu'on récupère fois 1000. Moi, j'ai une gratitude énorme pour ce qui s'est passé au début du lancement de Millet, et où j'ai été beaucoup aidée par ce réseau finalement. Et puis donc Anna, elle se lançait complètement dans l'inconnu. Donc c'est vrai que c'était un peu dur parce que la première année, moi je devais beaucoup porter en fait, lui dire un peu. Elle m'appelait, disait la stagiaire en rigolant, mais c'était un peu ça. Mais en même temps, quel courage elle a eu de se mettre face à ça et de tout faire. C'est-à-dire qu'Anna, tu lui dis tu fais un truc, elle y va quoi. Elle y va et elle le fait. Et donc au début, on pensait un peu à la communication réseaux sociaux, mais finalement, elle était pas très à l'aise là-dessus. Donc en fait, il faut être flex quoi. Dans ces cas-là, il faut être flex et s'entourer des bonnes personnes. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Nous avait dit, il faut pas avoir 2 amis
ensemble. C'est trop dangereux. Il faut pas en avoir une qui connaît 10 fois plus le métier que l'autre parce que voilà, ça sera très déséquilibré. Et en fait, c'est pas vrai tout ça. Quand il y a un socle de confiance et qu'il y a surtout des valeurs communes et un objectif commun, on peut vraiment aller plus loin. Et ça, j'en suis persuadée. Et on va s'entourer des bonnes personnes. On s'est fait entourer de super gestionnaires qui nous ont aidés. Il faut surtout, aller s'entourer des bonnes personnes et faire grossir l'équipe comme ça. Mais nous, franchement, on regardait l'association au début, c'était extrêmement bancal. Et aujourd'hui, on s'en sort très bien parce que il y avait cette même énergie, il y avait cette confiance absolue, on avait la même implication. Et même si Anna, ça a été plus long au début, maintenant, elle se rattrape beaucoup aussi sur la partie pharma. Enfin, les choses se mettent en place. Et vraiment, pour moi, le principal, j'ai vu tellement de drames humains. Je crois que le facteur numéro 1 d'une start-up qui plante, c'est d'abord des salariés, des associés qui s'engueulent. Et en fait, quand on a cette même vision et ce socle de confiance, oui, peut-être qu'on aurait pu aller encore plus vite. Mais finalement, ça a fonctionné et on a toutes les deux réussi à trouver notre place dans une bonne entente et en ayant encore plus confiance l'une dans l'autre et en ayant resserré nos liens. Donc voilà, c'est beau. Après, tout dépend de ce qu'on veut. Évidemment, on peut toujours peut-être aller un peu plus vite, un peu plus fort si on s'entoure bien. Mais je pense que cette harmonie humaine et le fait d'avoir cette même vision, c'est quand même un socle extrêmement important. Alors justement, d'après toi, avec le recul, quel a été le plus gros challenge là dans cette aventure, dans ce démarrage d'entreprise pour toi? La gestion. La gestion, ouais. Je voulais y venir. Oui, parce que si tu veux, je pense qu'il y a un côté, faut être assez lucide là-dessus, très schizophrène de l'entrepreneur. Je l'avais expliqué une fois et moi, ça résonne beaucoup tout le temps. Ça veut dire qu'il faut avoir à la fois la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Moi, dans mes postes, on me demandait surtout d'avoir la tête dans les nuages. Alors, oui, bien sûr, on regarde le PNL, parfois on se fait engueuler parce qu'il n'y a pas la facture à temps et machin. Mais grosso modo, on se sent pas en charge de porter sur nos épaules la trésorerie de la boîte, de machin. Là, on est clairement, ça y est, on vient de développer le produit de rêve. Ouais, mais il est un peu cher et tout. Oui, mais alors attends, si je paye la prod, résultat, on peut avoir un trou de trésor. Donc, ça veut dire qu'on peut ne plus payer les salariés demain. Bon, la charge mentale est pas la même. C'est comme, je vais faire un parallèle vraiment douteux, mais c'est comme quand on s'occupe une journée de notre petit neveu qu'on adore et qu'on a des enfants. La charge mentale est pas la même. Et c'est vrai que dans ces cas-là, ça fait du bien d'avoir des cercles d'entrepreneurs, de s'entourer d'entrepreneurs, parce que quand la personne qui dit, ah ouais, moi j'ai un gros stress, je sais pas si mon boss va me valider mes vacances, et que toi t'es là, moi je sais pas si je pourrais payer tout le monde le mois prochain, et ouais, c'est pas le même niveau de stress. Et résultat, on a vraiment très vite, on a repéré, et Anna et moi, on a essayé avec toute la meilleure volonté du monde de se dire, allez, on prend le sujet en main, on est des gestionnaires, on fait notre truc Excel, on est des comptables, on n'y arrivait pas. Et très vite, on a dit, non, là, on va droit dans le mur, c'est comme ça, on s'entoure et on investit et on a eu la chance de tomber sur une super DAF, habituée à aider les startups et qui avait vraiment ça dans les tripes. Et en fait, elle nous a sauvés, quoi. Elle nous a sauvés pour la levée et tout, parce que la première chose à faire, c'est un exercice de lucidité et de se dire, OK, en fait, on est censé être bon partout, on ne l'est pas. Là, je suis très mauvaise. J'ai vraiment besoin d'avoir un très bon à côté de moi. C'est un des premiers investissements qu'on a fait. Aussi une stagiaire. Moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se plantent, si je peux passer un message, parce que oui, c'est vrai que le plus cher en entrepreneuriat, dans notre domaine, en tout cas, quand on vend des soins et compléments, ça va être les produits, donc les coûts de produits, et puis l'humain. Et donc très souvent, les gens soit peuvent avoir tendance à tasser les marges produits pour faire les meilleures marges, mais sont moyennement convaincus par les produits, et je pense que c'est un mauvais pari. Soit par l'humain, c'est-à-dire de dire oui, effectivement, ça coûte très cher d'embaucher quelqu'un et ça fait que on va moins bien dormir tous les soirs parce qu'on sait qu'on va pas être rentable là et tout. Mais le fait d'avoir une équipe vraiment le plus valorisant, gratifiant et le plus tremplin en entrepreneuriat, c'est des bons produits auxquels on croit et construire une équipe qui va s'approprier la marque. On parlait tout à l'heure du fait qu'une marque vit parce que les gens se l'approprient et qu'il y a une résonance. Dans une équipe, c'est exactement pareil. Moi, qu'est-ce que j'adore quand j'ai entendu la première fois la stagiaire ou Nina, une fille qu'on a embauchée, qui a été une de nos premières alternantes, et qui a probablement dire non, Millier, c'est pas ça, c'est comme ça, et qui commence à faire des moodboards et ça, c'est un tel relais aussi. On parlait de charge mentale, mais c'est un tel relais de charge mentale et surtout de transmission que tout d'un coup, ça décuple les forces. Ça y est, on s'approprie. Il y a une marque, il y a une équipe. Et souvent, les marques qui n'arrivent pas à décoller au-delà d'un certain palier,
de ce que j'ai pu observer, hein, donc c'est pas arrêté, c'est souvent des gens qui restent trop dans l'entre-soi, où il y a les deux fondateurs, ils disent bon, nous déjà on se paye, puis on se paye un peu plus, et puis on investit là-dessus, on arrivera à tout faire. Mais en fait, la richesse humaine et de l'intelligence collective, elle est irremplaçable. Et vraiment, parfois, ça vaut le coup de prendre un risque. Et puis, ça permet d'agrandir l'image et puis aussi d'éclairer des zones qu'on avait, des angles morts, des zones qu'on n'avait pas identifiées. Le mort, de se donner des objectifs de plus en plus ambitieux. Parce qu'à un moment, il y a la limitation humaine, hein. Je veux dire, on n'a qu'une vie, puis il faut vivre sa vie, hein. Moi, je crois pas non plus, aussi souvent les personnes qui restent plus seules, ils sont tellement en mode marathon sans respiration que comment est-ce qu'on peut prendre du recul quand on n'a pas d'assimilation? On n'a pas non plus envie de mettre sa vie de côté. Pour moi, les enfants, c'est hyper important. Et puis, c'est un marathon. De toute façon, on sait qu'une marque, elle ne se crée pas en 3-4 ans. Hein. Elle se crée en 10 ans, en moyenne. Donc, il faut prendre le temps de respirer, prendre le temps de vivre sa vie, de faire ce qu'on aime, de s'occuper de ses enfants, de faire des activités qu'on aime. Je crois pas au marathon. Déjà, il y a des phases qui vont s'imposer à nous. On sera obligé d'être le nez dedans. C'est un gros effort. Il y a beaucoup de stress. Donc, il faut absolument aussi se ménager et s'accorder des plages. Et c'est là où le relais de l'équipe est indispensable. Nous, maintenant, on prend des vraies vacances l'été. On n'est pas tout le temps branché. On ne regarde pas. Et c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Donc, je pense que l'investissement humain, même si au début, c'est un gros investissement financier, ça demande à aller plus vite, plus loin, c'est quand même un bon choix. Dans le temps, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Ouais. Alors vous faites un focus sur des soins qui répondent aux besoins des femmes, donc selon les variations hormonales. C'est pas commun, évidemment, t'en as parlé tout à l'heure. En tout cas en 2019 ça l'était pas. Là on commence en 5 ans on voit bien que le mouvement commence à prendre. Enfin en tout cas moi c'est ce que je ressens. Vous avez mis aussi vraiment le côté très naturalité, la performance, et puis vous insistez beaucoup sur la sécurité au cœur de vos produits. Et du coup, pourquoi cette envie en fait de répondre déjà à des problématiques féminines qui avaient peut-être pas été identifiées? Donc toi, comme tu étais dans le milieu, c'est vrai que tu as pu observer et te rendre compte qu'il y avait un manque, comme tu l'as dit tout à l'heure. Mais pourquoi tu as eu envie d'y répondre par de la sécurité, de la performance, et toujours en étant bien connecté au côté nature? Je pense qu'il y a 2 raisons à ça. Alors, pour le secteur, c'est très simple. Moi, j'ai bossé, comme tu l'as compris, pendant plus de 15 ans avant de me lancer, donc dans le bien-être et la beauté. Donc, j'avais même fait une formation de naturopathe. J'étais plutôt quelqu'un d'assez renseigné, on va dire, par rapport à la moyenne. Et en fait, je suis tombée de ma chaise quand j'ai lu des choses sur l'équilibre hormonal. Je me suis dit que moi je connaissais très peu de choses. J'ai commencé à me renseigner en allant voir des gynécos spécialisés, des personnes qui en parlaient. Et en fait, j'avais l'impression que tous les sachants, donc ils disaient oui, mais ça on sait très bien, Caroline, qu'il faut détoxifier les hormones avec des crucifères, qu'on est tout en dominance œstrogénique et qu'il faut planifier la ménopause au moins 10 ans avant parce qu'il peut y avoir ça, que c'est un pas grand. Et je non. Là, je me suis dit attends, si moi je sais pas, alors que j'ai été imbibée d'études en naturopathie, en cycle, que j'ai travaillé dans le domaine, que j'avais déjà développé des produits pour la ménopause, que je souffrais moi-même de cycles parfois handicapants, notamment sur parfois physiquement, parfois sur les variations d'humeur, etc. Je me suis rendu compte à quel point on s'était mis des œillères et à tel point on s'occupait pas du sujet. Et moi, je montais beaucoup à cheval à l'époque et j'avais de plus en plus de copines autour de 40 ans qui me disaient « ça commence à me blesser ». Parce qu'en fait, il y a des débuts de sécheresse intime ou de tout simplement de la vulve qui devient plus fragile. Et en fait, elles se blessaient. Et elles me disaient « t'as pas des produits à nous conseiller ?» Parce que moi, j'étais déjà complètement névrosée, pour revenir à la partie sécurité, des perturbateurs endocriniens. C'est un sujet qui a émergé dans les années 90 avec Théo Colborn. Donc c'est un sujet très récent. On a encore trop peu d'études scientifiques sur le sujet, ça va commencer là. Et pour moi, c'est un sujet de santé publique. D'ailleurs, le dernier livre du docteur Belbom aussi sur l'environnement et tout, il en reparle, le lien avec les cancers notamment. Et vraiment, pour moi, c'est un sujet émergent. Et en fait, c'est une espèce de menace invisible. On te dit que tu as plein de toxiques dans l'air, donc des perturbateurs endocriniens. On sait que ça passe par des plastiques, des revêtements, mais aussi, de toute façon, on ne peut pas les éviter. Je veux dire, les microplastiques qu'on va retrouver, qu'on va respirer, etc. Et en fait, cette espèce de menace invisible qui fait qu'il y a des pubertés de plus en plus précoces chez les jeunes filles. Moi, j'ai 2 filles aussi, donc ça m'a parlé. Qu'il y a de plus en plus de cancers hormonodépendants, de cancers
plus jeunes. On est en train de relier beaucoup de problématiques comme l'endométriose, le SOPK et des troubles métaboliques aux perturbateurs endocriniens aussi. Donc en fait, il y a tout un sujet que j'observais depuis longtemps. Autant dire que quand j'ai eu ma première fille, j'étais ayatollah, j'étais limite prête à aller vivre dans une grotte, de tout. Il y avait pas un plastique autour d'elle, je décortiquais tous les biberons, c'était bio et gogo. Et en fait, j'ai vraiment cette problématique des perturbateurs endocriniens qui est récente, n'était pas du tout adressée ni par le cosmétique bio, parce que moi je travaillais dans le bio à l'origine, donc dès 2005, tu vois, au début, en prémisse du bio. Et en fait, malheureusement, le bio, même si c'est vraiment la charte la meilleure à ce jour, et c'est pas pour rien qu'elle a été adoptée au niveau européen et la plus restrictive, toutes les huiles essentielles et certaines molécules qui peuvent être des perturbateurs endocriniens ne sont pas directement adressées, parce que tu n'as aucune législation autour des perturbateurs endocriniens. D'ailleurs, tu as très peu d'applications qui t'en parlent, et c'est vraiment une chance récente. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire que nous, on est obligé d'être en formule ouverte. On essaye de faire de la veille prospective et d'anticiper ce qui pourrait être requalifié en perturbateur endocrinien. Tu vois, comme l'argent colloïdal, qui aujourd'hui n'est pas un perturbateur endocrinien, mais comme tu vois que l'argent est un perturbateur endocrinien, tu te dis que logiquement, avec cette même structure, il pourrait l'être. Et là, j'aime beaucoup tout le travail que Candice Collin, qui nous a beaucoup aidé, a fait autour des perturbateurs endocriniens. Et en fait, entre le bio et le conventionnel, tu as pas vraiment de sujet sur les perturbateurs endocriniens. Donc nous, on veut vraiment ouvrir cette troisième voie et se dire, OK, non seulement on va faire du naturel, donc qu'est-ce qu'on ne met pas dans les produits, parce que je rappelle que les X% d'ingrédients naturels, c'est vraiment du bullshit. Il va falloir que les gens prennent ça. Il suffit de rajouter un peu d'aloe vera, un peu d'eau florale, de je sais pas quoi, et bam, on est à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Tout le monde s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on ne met pas dans les produits. Bien sûr, qu'est-ce qu'on met pour que ce soit efficace, mais qu'est-ce qu'on ne met pas. Et en fait, les perturbateurs endocriniens, ce qui est très compliqué, c'est que c'est des effets cocktails. Par exemple, tu vois, c'est très bien que des personnes comme des esthéticiennes, des formations comme les coiffeuses vont être plus sensibles à certains troubles métaboliques parce qu'elles sont plus exposées aux perturbateurs endocriniens, notamment à travers les lacs. Et en fait, les perturbateurs endocriniens, c'est notamment les effets cocktails. C'est-à-dire le fait de superposer des molécules chimiques dont on ne maîtrise pas vraiment les effets sur notre système hormonal, qui sont les messagers de notre corps. Ça veut dire que parfois, elles peuvent remplacer une hormone, booster une hormone, mimer une hormone. Ça peut être qu'ils peuvent être bloquer une serrure. Donc, en fait, on ne sait pas comment ça agit, mais on sait que, voilà, plus de 50% de ces perturbateurs, on dirait même 70% de ces perturbateurs endocriniens sont des xénostrogènes. Donc, ça va jouer directement sur les hormones féminines. Il y a d'ailleurs plus de cancer du sein, je dis à chaque fois l'info parce que c'est très peu connu chez les hommes, parce qu'on est tous plus bombardés d'œstrogènes. Quasiment 2% de cancer du sein chez les hommes, c'est très peu connu. Donc il y a vraiment une problématique par rapport à ça qui pour moi était un enjeu aussi. On a envie, quand on monte sa marque aussi, de parler d'un sujet qui nous tient à cœur et qui est trop peu connu. On a envie de démocratiser ça. Voilà, moi personnellement, j'aurais jamais lancé une marque de beauté anti-rides, ça m'intéresse pas du tout. Par contre, attention les filles, il se passe des choses dans notre corps, il faut être un peu plus à l'écoute de notre corps et de notre cycle. Et savez-vous qu'en plus on peut agir sur ces symptômes, améliorer la qualité de vie et potentiellement aussi le bien-être à plus long terme? Ça, pour moi, c'était un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Sachant que je répète, il n'y a pas de gélule miracle, il n'y a pas de choses comme ça, mais c'est vraiment, enfin, tu le verras, mais dans la communication, le contenu qu'on fait, on va beaucoup parler de sujets annexes. Là, on lance une chaîne YouTube pour vraiment informer sur le bien-être hormonal en interviewant des experts de tous bords, parce que c'est des choses qu'on fait régulièrement. On se dit, mais pourquoi ne pas en faire profiter tout le monde? Oui. On a toujours une volonté de faire beaucoup de live et tout. Et l'idée, c'est vraiment d'intégrer ce bien-être en expliquant, et de manière pas ni ésotérique, ni, ni trop compliquée. Enfin, je veux dire, on va pas vous dire, il faut manger 3 graines de chia le matin, 2 graines de lin le midi et tout ça, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment sur des grands sujets, dire aux femmes, voilà comment ça peut aller mieux, on vous donne des pistes. Et il y a vraiment un nouvel équilibre de vie à trouver parce que on peut bien vivre ces cycles. Et aujourd'hui, c'est vrai que avec tout ce qui existe, on a eu tendance un petit peu à mettre ces cycles sous silence parce que en voulant tellement être l'égal de l'homme, on a gommé ce côté hormonal et cyclique. Et je pense qu'il y avait une petite déconstruction à faire de ce côté-là et donner des pistes et des aides aux femmes pour savoir là où il faut les regarder. Et c'est vraiment un sujet pour moi de santé.
Donc Millet, c'est parce qu'on pourrait dire encore une énième marque de cosmétiques ou de soins, mais en fait c'est pas du tout ça. Vous travaillez vraiment sur un art de vivre, un art de vivre bien tel qu'on est, et puis finalement une reconnaissance de qui l'on est et une transmission d'informations pour que chacune ait conscience d'elle-même. On a fait, tu vois, 2 produits de soins pour le visage. Je vais t'expliquer comment on les a fait, par exemple. Moi, on aura une gamme courte. On n'aura jamais vocation à avoir 200 produits. Est-ce qu'on va aller plus à un moment vers des accessoires, si on trouve ça intéressant, plus vers de l'accompagnement, ce qui est en train de se dessiner. On fait déjà des accompagnements en ligne, tu vois, avec des naturopathes et des choses, avec des outils digitaux. Clairement, moi, je voulais faire une marque de produits qui n'existait pas sur le marché ou alors qui n'était pas au standard. Et je voulais que la femme puisse retrouver l'endocrinologie, donc la science des hormones. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, tu as très peu de dosages qui sont intéressants en endocrinologie, parce que c'est très compliqué de mesurer les hormones et c'est très fluctuant. La moisson de même journée, et tu peux avoir 2 personnes qui ont les mêmes taux d'œstrogène et progestérone. Il y en a une qui va vivre sa meilleure vie et l'autre qui va être au bout de sa vie. Donc en fait, c'est pas si intéressant. Donc l'endocrino, on peut te donner des grands axes. On peut te dire, ouais, ok, ton hormone de croissance, elle est plutôt bien dosée ou pas. On peut te dire, t'es enceinte ou t'es ménopausée. Mais entre deux, et même autour des troubles de la thyroïde, qui sont hyper fréquents et qui explosent chez les femmes, la lecture est compliquée des dosages, la lecture des fourchettes. On sait que c'est compliqué. Et finalement, l'endocrinologie, c'est une des médecines qui est le plus basée sur les symptômes. Ah tiens, si tu es très irritable, que tu as un peu de mal à dormir, que tu as des douleurs au sein, les seins et le ventre un peu tendus à ce moment-là, potentiellement ça veut dire que tu es un peu en dominance œstrogénique, donc que tu as eu du mal à éliminer certains œstrogènes, par exemple. Très classique, on a des douleurs au sein et un peu de gonflement, parce que les œstrogènes, c'est en mode stimulant, celles qui font gonfler, qui boostent. Et en fait, à ce moment-là, on va peut-être dire, il va peut-être falloir rééquilibrer avec de la progestérone ou essayer de mieux éliminer les œstrogènes. Et en fait, c'est cette approche-là qui m'intéresse. C'est un peu que les femmes redeviennent actrices, en fait, de leur bien-être. Et c'est tout à fait faisable via des choses simples. Via un petit changement d'alimentation, d'équilibre de vie et potentiellement de micronutrition pour aider, ça peut tout changer. Et quand les femmes sentent qu'elles ont un pouvoir là-dessus, tout de suite, ça change la manière de vivre et finalement de respecter, d'être à l'écoute de son corps. Et ça, je pense que c'est vraiment la première étape. Mais quand tu parlais des produits, oui, clairement, on n'aura jamais une routine beauté avec 15 produits. Déjà, tous les produits d'hygiène, on s'en fiche. Il y a largement ce qu'il faut sur le marché. Il y a des choses très, très bien. L'hygiène, en plus, c'est des produits. À chaque fois, je dis, vous utilisez votre gel douche ou votre shampoing. Regardez d'abord la côté écologique, biodégradabilité, parce que finalement, la perturbation endocrinienne, un produit qui reste 30 secondes sur la peau, on s'en fiche. Faut plutôt regarder comment ça se renouvelle dans les circuits d'eau usée. Alors que un produit qu'on va mettre sur la peau, qui est le plus grand organe du corps, il commence à y avoir des études hyper intéressantes là-dessus, ça a un impact fort. Un traitement hormonal, je rappelle que la plupart des traitements hormonaux à base d'œstrogène et tout, qui fonctionnent très bien aussi en France, c'est quelque chose qu'on va mettre sur la peau. On va mettre une goutte de traitement sur la peau, à l'intérieur des bras ou à l'intérieur des cuisses. Donc, même si la définition d'un cosmétique, c'est des choses qui impactent, on le sait. Et surtout quand on est sur les muqueuses. Nous, c'est pas pour rien qu'on est sur les muqueuses, c'est pas pour rien qu'on a fait un déodorant très clean. On sait très bien les impacts que ça peut avoir. Et que le cosmétique ne reste pas que gentiment en surface, sans impacter, il se passe des choses. Donc voilà, on fait des produits pour les douleurs au sein, pour les douleurs intimes. On essaye des gels nettoyants intimes. Tous les gynécologues et sages-femmes te diront que ça à proscrire. Donc nous, on veut pas faire de gel. C'est 90% du marché. En fait, on s'est attaqué là où on trouvait que les standards du marché étaient pas bons. Cette idée de décaper la zone intime, c'est un truc qui a été complètement construit. Ah, il faut nettoyer la zone intime. Mais non, le corps est hyper bien fait. La zone intime, elle est auto-nettoyante. Le vagin, il a un pH acide, sauf à certains moments du cycle où il y a la glaire qui permet d'accueillir les spermatozoïdes. Sinon, c'est un killer. Il est fait pour tuer tout ce qui rentre. Il est auto-nettoyant. On a les femmes stabilisées avec justement des choses. Par contre, il y a des moments, on peut avoir des variations de pH quand on a des variations d'hormones. Donc, comment on va respecter cette flore intime? On est vraiment pareil sur la peau. Je parlais des 2 produits peau qu'on a fait. On a dit, en fait, on a tous des peaux mixtes qui évoluent à travers le temps, les saisons. Ça sert à rien de se dire qu'on a un soin qui peut être miracle, quel que soit le temps à l'extérieur, le moment du cycle à lequel on a et tout, je n'y crois pas du tout. Globalement, on a tous des peaux mixtes qui deviennent de plus en plus sèches avec l'âge. Et en fait, aujourd'hui, on est dans des logiques, on va pas être sur réparer la ride, rentrer là-dedans, on va être dans des logiques de comment fonctionne la peau. Ah bah tiens, déjà, on se rend compte qu'il y a un microbiome cutané, il y a 75% de petites bactéries sur la peau. Donc comment on vit bien avec ce microbiote? Ah tiens, mais finalement l'acné, notamment l'acné adulte, ça serait pas lié à la bactérie P. acnes, il y a un déséquilibre du microbiote. Bah comment je vais favoriser une bonne diversité du microbiote? Comment je vais moins agresser la peau? Eh ben déjà, on va virer les parfums, on va virer l'alcool. On voit qu'il y a certains points
quand on les met sur la peau, la barrière cutanée, elle va mettre jusqu'à 3 heures à se reconstituer. Ça veut dire qu'on commence par abîmer ce que la peau fait naturellement. Comment je restaure la barrière cutanée? Et on est toujours dans cette logique de donner un coup de pouce pour revenir à l'état d'équilibre. Donc, on va vraiment travailler beaucoup. On a quasiment des post-botiques dans tous nos soins pour travailler vraiment sur ce retour. Comment par zone, on va s'adapter au pH. Par exemple, le pH de la peau n'est pas le même que le pH de la flore intime. Donc, il faut pas avoir de pH neutre pour la flore intime. Il faut travailler sur des pH physiologiques un peu acides pour rétablir cette zone. Tu vois, on va vraiment être dans du soin. En fait, c'est du bon sens, tout ça. Ça paraît compliqué, c'est du bon sens. Mais l'idée, c'est de faire mieux que des standards du marché qui, pour nous, sur ce genre de produit, étaient pas bons. Et on veut que des routines simples. On n'aura jamais, je pense, plus de 20, 25, peut-être 30 produits au maximum. Mais l'idée, c'est pas de développer la gamme pour dire, allez, je rentre dans cette case et sur cette étagère. On a toujours fait à contre-pied de ça. On va continuer. L'idée, c'est de voir où est-ce qu'il y a des manques de marché, où est-ce qu'il y a des produits qui se complètent, des routines simples dont on pense qu'elles peuvent vraiment apporter un plus, quoi. Donc bon, on a bien compris que vous levez les tabous à travers des propositions de soins décalées, mais il me semble aussi que vous fonctionnez complètement différemment dans la gestion de votre entreprise parce que vous pilotez votre boîte en mode féminin avec une énergie féminine. Je crois que ça c'est hyper important pour vous deux. Donc je veux bien que tu nous en dises un peu plus sur cette forme de management. On avait un peu des complexes avec Anna. On se disait on n'est pas du tout dans l'archétype de la dirigeante parce que ça nous a demandé un vrai effort de nous mettre en avant. Puis finalement, toujours, c'est en faisant qu'on apprend. Quand on commence à le faire, on s'oublie derrière le sujet, donc on n'est plus focalisé sur sa petite personne, son fille, ton machin. Et puis il y avait aussi un archétype. On s'est rendu compte que toujours ce gros problème. Je dis la femme qui veut être l'égale de l'homme. Arrêtons de vouloir être l'égale de l'homme. C'est vraiment pas le but. On est vraiment très différents. Et je pense qu'il y a vraiment dans ce sujet-là, il y a un type de management peut-être un peu plus maternel, j'ai envie de dire, même si ça veut pas dire, mais nous on le ressent vraiment comme ça avec Anna, à mettre en place. C'est-à-dire que on a tendance à opposer beaucoup de choses. On a tendance à opposer la naïveté, la perspicacité, la douceur, la brutalité, etc. Mais je pense que la vie c'est bien plus complexe que ça. Et en fait, on a vu beaucoup de femmes tomber un peu dans les archétypes masculins, donc beaucoup dans leur masculin. Il faut être hyper productive, hyper masculine, il faut être brutale, sévère, il faut pas se laisser avoir. Et en fait, appliquer des choses qui résonnaient pas beaucoup avec nous. Et avec Anna, justement, comme on est deux, on essaie de se faire un côté miroir et d'être vigilante là-dessus avec chacune de nos personnalités, qui sont assez différentes. Mais de se dire qu'on n'a pas envie de ça et qu'on a envie de quelque chose de plus doux, je pense, de plus authentique. Et alors, ça serait très, très prétentieux de dire qu'on réinvente des codes, mais en tout cas, on a vraiment le sentiment dans Millet d'avoir des valeurs et de recruter des gens qui sont vraiment complètement alignés avec ce qu'on veut faire transmettre de la marque et cet esprit d'être très transparent, authentique, respectueux des clients, niveau sales, il faut que ça se transmette à tous les niveaux. Moi, je crois que c'est hyper important d'avoir une cohérence. Je sais pas, par exemple, si on disait Millet, c'est la douceur, c'est l'intimité, on essaie de faire des produits safe, secure, de se sentir bien, et qu'à côté de ça, on avait un management atroce. Et sur les gens, on leur disait nous ça passe, par exemple, là, on n'a pas pu le faire récemment, mais de sortir le midi quand il fait beau, d'aller marcher un peu dans la nature, de se faire des soirées sympas entre nous, de respecter beaucoup la liberté. Donc on fait beaucoup de télétravail, on fait confiance a priori. Et puis après, si ça se passe mal, évidemment qu'on peut intervenir. On n'est pas non plus complètement naïve ou il y a des profils avec lesquels ça colle pas du tout. Mais en tout cas, par exemple, de faire confiance a priori, c'est un choix. Et c'est quelque chose qu'on a envie de transmettre, d'être plutôt de pas être dans le micromanagement, de laisser vivre la marque par d'autres personnes. Tu vois, ça c'est des choses qui pour moi, c'est un peu comme laisser vivre son enfant. De pas être parent hélicoptère et de se dire oui, l'enfant il nous apprend autant que nous on lui apprend, et donc à un moment il faut le laisser s'exprimer à sa manière. Et donc voilà, c'est un peu un mélange de tout ça, mais on s'est dit tiens, il y a un côté un peu maternel chez Millet. Mais c'est bien, donc c'est une belle expérimentation qui est en place et qui roule. Après c'est plus facile quand t'es des petites équipes. Moi j'ai toujours mais j'ai quand même tendance à penser que de retransmettre des valeurs de l'entreprise, d'essayer de le faire au maximum de niveaux
c'est super important. Et que parfois les entreprises décrochent quand tu as le cœur de ce que tu voulais faire et finalement la manière dont tu penses que tu es obligé de le faire qui décroche. Et voilà, je pense qu'on a toujours le choix et ça veut pas dire que on s'est pas séparé de certaines personnes, qu'il y a des profils qui n'ont pas marché avec nous, etc. Mais on apprend en marchant, mais on sait de plus en plus ce qu'on veut et ce vers quoi on veut aller. Et moi, je ressens, puisque ça fait très longtemps que j'accompagne des marques, qu'aujourd'hui, tout ça, ça peut être impalpable pour un client qui, lui, va acheter le produit et utiliser le produit. Il ne sait pas comment vous managez dans l'intimité de votre équipe. Mais je pense que ça se ressent. Je pense qu'il y a une énergie qui est communiquée autour de la marque et qu'on capte, qu'on sent des choses. Moi, j'ai déjà rompu des contrats avec des fournisseurs d'électricité ou de téléphonie parce que je sentais que c'était pas aligné et je me disais non, je sens que les salariés sont maltraités, qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du fait de malmener les gens. Je le sens, je le pressens et du coup je ne veux pas adhérer à ça, donc je quitte. Et je pense qu'on va être de plus en plus sensible à toutes les dimensions d'une entreprise, toutes les dimensions d'une marque, alors qu'il y a 20 ou 30 ans, on était vraiment complètement collé au produit, on ne regardait que le produit et éventuellement juste le nom parce que le nom faisait sens par rapport à ce qu'on avait l'impression qu'il communiquait. Mais aujourd'hui, on va vraiment être plus sensible à tous les aspects de l'entreprise, quel qu'il soit. Et puis au-delà de ça, tu parlais aussi de résonance, de sentir ça. Je pense que c'est très vrai ce que tu dis. Par exemple, nous, les réseaux sociaux, au début, on a démarré honnêtement un peu de manière maladroite, comme tu peux faire quand tu démarres, que t'es pas habitué à faire sans dire ouais ça c'est facile, tu sais, puis en fait tu t'y mets, t'es là. C'est ça. Et puis on a changé de main. Enfin bref, il y a eu pas mal de choses. Et je pense qu'il faut aussi avoir ce droit à l'erreur. Le plus important, et ça je suis persuadée que les gens les ressentent. Parce que tu sais, il y a un moment, tu dis un peu, alors, est-ce qu'on fait les gros poncifs, les gros marronniers, on fait le MeToo, on fait comme tout le monde, on se prend les influenceurs, on y va et tout. Ou est-ce qu'on fait un peu comme on le ressent, au risque d'être un peu ridicule, de se planter et parfois de pas raisonner. Je pense que le deuxième choix est toujours le meilleur parce que effectivement il y a ce mix des deux. On parlait du côté schizophrène, à la tête dans les étoiles, les pieds sur terre tout à l'heure, mais en même temps il y a aussi ce côté où je suis persuadée que les gens ressentent l'authenticité. Parfois on peut cocher toutes les cases, faire le beau truc parce qu'on a pris la bonne agence. Moi je l'ai vu, avoir pris les bons sponsors, avoir fait le gros mix et tout. Mais on sent tellement que finalement cette incarnation elle est un peu fausse. Je suis persuadée qu'à travers ça, il y a une énergie, une authenticité que les gens ressentent ou pas. Et puis, tu vois, moi, je suis de plus en plus sensible à l'humilité, quelle qu'elle soit. Et cette humilité, on la sent en fait. On la sent à travers son maraîcher, on la sent à travers une marque, on la sent. Et donc cette humilité, pour moi, c'est le supplément d'âme dont on a besoin, quel que soit finalement le service ou la consommation dont on va faire usage, parce que dans cette humilité, il va y avoir de la complicité, il va y avoir du respect, il va y avoir de la bienveillance, il va y avoir beaucoup de valeurs qui me semblent essentielles aujourd'hui, puisqu'on dépasse la vente ou l'achat d'un produit, ça c'est terminé. Donc il faut bien être et je trouve que c'est bien pour nous toutes et tous qui avançons comme on est avec cette authenticité là, parce qu'avant effectivement il y avait des gros bourrins qui pouvaient prendre de la place et finalement créer de l'ombre, faire de l'ombre à des personnes qui étaient peut-être un peu moins dans la lumière et qui étaient pas dans le côté bling bling mais qui avançaient avec beaucoup d'humilité, d'authenticité. Et aujourd'hui, je pense que les marques qui vont tirer leur épingle du jeu en étant toujours dans la vérité, dans une forme de sincérité, ce sont celles qui vont être les plus humbles en fait. Ah, tu crois? C'est marrant. Ah ouais. J'ai pas mis l'humilité parce que je trouve que nous, ça nous a demandé tellement d'audace et on a envie d'aller plus loin. Oui, mais l'audace et l'humilité ne s'opposent pas. C'est-à-dire que tu es audacieuse dans l'élan, dans l'impulsion, dans le fait de sortir du bois, d'aller débunker un tabou, etc. Mais tu peux le faire de manière ultra sincère et humble. C'est-à-dire sans dire, moi je connais tout, je sais tout mieux que vous, et je suis la première
première marque qui va le faire. Non, en fait, tu peux le faire, comme tu le disais tout à l'heure, avec beaucoup de douceur. Tu reviens sur cette question, la première, c'est drôle parce qu'on a eu beaucoup de marques qui se sont un peu mis dans notre sillon après, mais même je recevais des messages sur LinkedIn disant on veut pas vous imiter, mais on adore, donc on a lancé une marque et tout. Et elle se mettait comme la première marque. Je dis mais quel intérêt de mettre. Mais voilà. Qu'on n'a jamais mis. Mais après, oui, au-delà de ça, je pense que il faut même pas avoir peur. Il y a plein de modèles qui peuvent être réinventés. Moi, ça me gênerait pas du tout. Il y a des filles que je trouve absolument géniales qui sont un peu dans la surenchère et tout. C'est bien d'aller toucher à tout, tu vois. Je sais pas si c'est l'humilité le meilleur modèle. Je pense que c'est vraiment la cohérence. Tu vois, dire avant. Ça veut dire que si t'es quelqu'un nous c'était pas notre cas, mais si t'es quelqu'un d'hyper extraverti, hyper joyeuse, elle incarne ça magnifiquement bien. On peut pas dire que ce soit une posture d'humilité, mais elle le fait hyper bien. Et ça t'invente un nouvel archétype que je trouve super chouette, tu vois. Ouais, je te suis. Et je trouve que en fait, parfois les femmes, je dis ça particulièrement par rapport aux femmes, parce que pour en être une et avoir suivi ça, on est parfois un peu bloqué dans un modèle où justement on n'ose pas assez, on a 10 fois plus le syndrome de l'imposteur que les mecs, tout ça on le sait. Et en fait, je dirais que vraiment le plus important c'est de rester cohérent et de pas changer son fusil d'épaule au premier revers de médaille. On va se prendre des coups et c'est la vie de l'entrepreneuriat. On se prend des oui, on se prend des non. Parfois on est mis sur un piédestal, le lendemain on se sent tout merdeux. Et en fait, je suis pas sûre que ce soit l'humilité la valeur reine, mais c'est vraiment à minima une forme d'authenticité par rapport à soi, d'honnêteté intellectuelle. Ouais. Alors, quels sont est-ce que vous avez connu des revers ou est-ce que vous avez des regrets là déjà par rapport au début, et puis quelle est la vision là des 2-3 années à venir? Bien sûr qu'on a connu des revers. Ce serait vraiment mentir de pas dire ça. Oui, on a eu pas mal de choses. On a eu des problèmes industriels. On a eu des soucis humains par moment. On a eu, parfois t'as des trucs de pas de chance. Parfois t'as des choses, t'es persuadé que ça va t'arriver, ça t'arrive pas. Enfin, parfois t'as des énormes opportunités. En fait, c'est vraiment quelque chose de commun à l'entrepreneuriat. Ça, c'est pas minier. C'est tous les entrepreneurs avec lesquels on parle. C'est un espèce de roller coaster, comment on dit déjà en français, j'ai toujours du mal, la sinusoïde, on était un peu dans l'ondulation. Par rapport à un poste de salarié, on va dire, où l'encéphalogramme est un peu plus plat, plus linéaire, dans quelque chose de très intense avec des gros et des gros bas. Tu vois, tout d'un coup, tu peux gagner un prix, tu t'y attendais pas du tout, tu es là, waouh, comment c'est possible? Et puis le lendemain, t'apprends que, je sais pas, il y a eu un problème à l'entrepôt et que t'as cassé tous tes packs où tu devais avoir ta prod et qu'ils sont tous les packs en vert, t'as la moitié de ta prod qui est détruite. Ça peut vraiment être ça. Donc voilà, il y a des choses que tu pensais quasiment acquises sur une levée, et puis finalement ça tourne mal, et puis finalement c'est le groupe dont tu osais même pas rêver qui fait la levée avec toi et voilà, qui te suit plus dans tes valeurs. Pas tellement de regrets pour revenir à ta question, parce que ça c'est quelque chose que maintenant j'essaie d'éviter. Je me dis en fait tu vis tout ce que tu dois vivre au moment où tu dois le vivre, avec les infos que tu as en main, et puis parfois tu te plantes, t'es pas très fier forcément de ce que tu as fait ou la manière dont tu as réagi, mais de toute façon, t'as fait de ton mieux et puis ça t'a sûrement amené, le fait d'avoir cet échec ici, vers une direction qui était la tienne, quoi. Donc, de moins en moins de regrets avec l'âge. C'était quelque chose qui me paralysait beaucoup plus jeune. Maintenant, je dis non, ça, j'ai une chance, on avance, on y va. Et puis, des revers, mais souvent les revers sont une bonne raison de se remettre en question. Par exemple, quand on a eu des problèmes sur les packs, les produits des appros, on avait eu pas mal de ruptures. On s'est dit tiens, on va remettre ça tout à plat, on va embaucher quelqu'un. Enfin, c'est souvent des signaux d'alerte un peu. Donc pour moi, c'est plutôt des messages. Après, je pense que on en revient toujours à la même chose. Hein. Tant qu'on a essayé de faire les choses du mieux qu'on peut, avec la meilleure honnêteté intellectuelle possible à l'instant T, généralement, on peut pas avoir de regrets ou de drame, quoi. On peut toujours avoir de malchance, mais souvent c'est des tremplins pour faire mieux. Et puis voilà. Et souvent, moi je dis toujours cette idée d'instinct. C'est maintenant, moi ça m'arrive d'arrêter des projets au milieu parce que je sens pas, comme tu dis, d'un coup. Là, on est trop, ça. Ouais, c'est pas fluide, ça cafouille. Ouais.
Et là, c'est vrai que le gros avantage d'avoir une boîte qui a démarré et qui va bien, c'est de se dire qu'on va pouvoir être de plus en plus audacieux pour les produits. Et là, on a des produits vraiment que j'avais très envie de faire, mais que j'aurais pas pu faire en tout début de boîte, qui sont encore un peu plus sophistiqués. Là encore, où je trouve que les standards du marché sont pas bons, l'éducation. Et nous, on a toujours cette idée aussi un peu de cosméticiser des produits santé. C'est-à-dire qu'il y a un truc que j'ai beaucoup observé en travaillant en compléments alimentaires. Par exemple, les oméga 3, c'est quelque chose, tout le monde sait qu'il faut en prendre. Toutes les études disent, mais vraiment, c'est bon pour tout. Et surtout, voilà, on fait périménopause, mais pour tout, pour l'équilibre mental, pour le risque cardiovasculaire, pour tout. La sécheresse des muqueuses et tout. Et finalement, on est tous un peu carencés en oméga 3, on n'en prend pas. Alors qu'il y a plein de gélules d'oméga 3 sur le marché. Bah pourquoi? Parce que quand tu creuses un peu, les gélules de poisson avaler, c'est pas très agréable. Se dire, mon système cardiovasculaire et mon immunité va mieux, c'est pas super chouette, quoi. On n'a pas un bénéfice immédiat. Et donc nous, typiquement, on a essayé de traiter les oméga 3 en rajoutant à côté bonne mine, en mettant des caroténoïdes avec astaxanthine, en faisant un produit avec un complexe d'huile qui allait également fonctionner sur la pousse des cheveux et la densité de la peau. Et donc en fait, on a vraiment cosméticisé, mais c'est vraiment des super bonnes huiles. Donc, tu vois, on travaille des huiles santé et on va cosmétiser le geste. C'est un produit qu'on peut ingérer ou mettre sur la peau. Et donc on a un peu la même logique. Là, on va s'attaquer à tout ce qui est plus un peu plus lourd, la densité osseuse, des problèmes articulaires que tu peux avoir par exemple autour de la ménopause, mais on va le faire d'une manière très cosmétique et très beaucoup plus sexy pour la femme et qu'elle puisse avoir tout de suite un bénéfice immédiat. Et ça, c'est hyper important parce qu'un produit qui fonctionne, c'est d'abord un produit qu'on va utiliser. Moi, je te dis, j'ai toujours travaillé en bien-être et la beauté. Je vois les journalistes ont des placards remplis comme ça. Mais oui. C'est funny notre salle de bain. Donc, il faut que ce soit facile à utiliser. Il faut que le geste soit plaisant et il faut qu'on voit rapidement un bénéfice concret. Donc, l'idée, c'est vraiment de reprendre ces produits un peu punitifs et de les travailler dans des axes, des galéniques et des promesses un petit peu nouvelles. Bravo, génial. On arrive déjà à la fin de notre entretien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce que tu aimerais donner un conseil aux femmes qui entreprennent ou qui veulent lancer un business? Écoute, déjà je trouve ça super ce que tu fais, ce qui se développe auprès des femmes là sur booster ça. Oui, peut-être un seul. Comme tu le disais si bien en début de podcast, on nous met beaucoup de peur et de bâtons dans les roues, surtout quand on est une femme. Ouais, mais tu vas te lancer, c'est un peu égoïste. Et ta famille, alors ma famille, moi je me suis toujours arrêtée de 18h à 21h pour faire le dîner à mes enfants, les coucher. Enfin, je pense pas qu'ils en aient souffert directement. C'est les plus proches, c'est-à-dire ceux qui tiennent le plus à toi, qui vont te mettre le plus de bâtons dans les roues. Et c'est assez normal. Parce que quand on a un peu plus d'extérieur, qu'elle se plante pas, ça me concerne pas directement, c'est pas grave. Donc, ne pas forcément se référer, en tout cas, savoir dépasser ses peurs. Et puis savoir travailler aussi le worst case scénario. Ça veut dire qu'il faut pas non plus y aller bille en tête. Quand on a un projet, c'est vachement bien d'aller en parler beaucoup autour de soi, de le challenger. Parce que on va souvent avoir des échos très forts sur nos freins et puis toujours se dire prendre le risque de se planter parce qu'il faut pas oublier que je redonne un chiffre mais qui est un peu vertigineux. Je crois qu'il y a quelques années il y avait 600 marques de cosmétiques qui s'étaient lancées dans l'année et que tu en avais 96% qui mouraient au bout de 2 ans. Wow. Donc il faut aussi se dire si ça marche pas, et je trouve que c'est une très bonne manière de passer outre ces peurs. Ok, si ça marche pas, je me relève, j'hypothèque pas ma maison, je remets pas tout à zéro. Et finalement, c'est quand on fait les deux cas, en se disant combien de temps je me laisse pour que ça marche, qu'est-ce qui se passe si ça marche pas, etc., qu'on y arrive. Donc écoutez-vous beaucoup là-dessus, la structuration, et écoutez beaucoup les autres, non pas pour les peurs, mais pour vraiment sur le produit, la proposition. Et ne croyez pas, oh là là, celui-là, il n'y connaît rien. Même quelqu'un qui n'y connaît rien va parfois donner de meilleures choses. Justement. C'est souvent ces personnes-là qu'il faut écouter parce qu'il y a une forme de naïveté, de fraîcheur qui nous fait tilter sur quelque chose auquel on n'avait pas pensé en tant qu'expert. Donc, beaucoup écouter pour le produit, pour la proposition de valeur, indispensable, et surtout des néophytes. Et par contre, ne pas trop écouter les autres pour certaines peurs, mais plutôt nous les structurer dans nous, parce que je suis seule face à nous-mêmes à un moment, et donc les peurs, il faut les assumer, les accepter le jour où ça arrive. Il faut accepter l'idée de se planter, il faut voir si on se met pas trop en danger non plus.
Alors, dernière question, est-ce que tu as une idée d'une femme flamboyante que tu aimerais que j'interviewe sur le podcast? Alors, j'ai pas préparé la question avec toi avant, donc si... Oui, si... Moi, j'aime beaucoup. Il y en a plein que je trouve génial. Il y a Sandra Gasmi de Demain Beauté que je trouve absolument super. Il y a le duo qu'on aime beaucoup de La Bonne Brosse, Flore et Pauline, qui sont top et qui ont une face magnifique. Il y a les filles de Dijon, Lisa et Annick, qu'on adore aussi, qui font, là, je te fais des couples de filles parce qu'il y en a pas tant que ça, hein. Ouais, c'est vrai. Et les copines, elles ont toutes à mon avis, des beaux duos, des belles histoires à raconter. Génial. Bon, écoute, on peut retrouver évidemment toutes les ressources que vous proposez sur votre site. Vous avez un super Insta, c'est ça. Je vais indiquer ça dans les notes, bien sûr. Est-ce que tu vas ajouter une info par rapport à là où on peut vous trouver? Non, écoute, à peu près tout se trouve sur le site et puis bientôt on va lancer notre chaîne YouTube, mais on en parlera à la rentrée, donc il sera vraiment complètement déconnecté des produits et plus basé sur l'accompagnement, les experts et faire profiter de tout ce qu'on a appris nous à titre personnel, les livres qu'on a préférés, vraiment casser un peu les idées reçues, déconstruire les idées reçues autour de la santé féminine. Merci, je te remercie vraiment sincèrement d'avoir accordé ce temps à Flamboyante. Et puis belles années de création pour les femmes. Merci pour le soutien, en tout cas sur ce sujet. Merci encore. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!